Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment classer de l'information avec un réseau de neurones que l'on aura construit et entraîné avec la librairie Keras. Comme je l'avais dit dans la première vidéo sur Keras, je vais faire une série sur les réseaux de neurones, mais en utilisant cette librairie qui est une librairie haut niveau. C'est une surcouche entre autres de TensorFlow. Série dans laquelle je limiterai au maximum les mathématiques parce que je sais que certains n'aiment pas trop ou ont peut-être quelques difficultés avec les mathématiques. Donc on va mettre ça de côté. Je vais essayer de simplifier au maximum les choses. Et donc on va voir aujourd'hui comment classer de l'information. Que veut dire classer? En fait, en mathématiques, ce qu'on appelle une classe, on pourrait dire que c'est un ensemble. Donc on a des informations qui arrivent en entrée de réseau de neurones. Aujourd'hui, je vais donner un exemple avec des images, mais peu importe ce qu'est cette information, et il faudra forcément que l'information arrive dans une des classes. Donc on va voir n sorties sur notre réseau de neurones, il y aura n classes. L'information sera forcément dans une des classes. Si on veut que l'information ne soit pas dans une des classes en sortie, ça sera un autre type de réseau de neurones, ou plutôt ça sera d'autres fonctions de perte, on verra ça au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on va forcément classer l'information dans une de ces classes et dans une seule de ces classes. Pour ça, je vais prendre un exemple. On va donc commencer par aller chercher un dataset et comme assez souvent, je vais aller le chercher sur un site qui s'appelle grandchallenge.org, site qui organise des concours dans le domaine médical. Nous voilà sur le site, donc grandchallenge.org. On va cliquer sur Challenge et on va chercher DERM. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bien sûr, je vous laisserai l'adresse, l'URL dans la description de la vidéo. On va ensuite cliquer sur Participate et là, alors je vais revenir en arrière, voilà, sur le menu, en fait, comme assez souvent sur ce site, on a plusieurs, autour d'un concours, on a plusieurs objectifs qui peuvent être demandés, objectifs plus ou moins complexes. Ici, par exemple, on a de la segmentation, donc là, il faut vraiment localiser, donc là, l'objectif est de localiser des liaisons cancéreuses, des lésions cancéreuses. Donc, soit on va nous demander de faire de la segmentation, et là, il faudra dire précisément où se trouve le problème. On a une deuxième tâche, alors il faudrait rentrer dedans pour voir ce que c'est. Nous, on va prendre la dernière et on va aller sur Background, voilà, qui nous explique quel est l'objectif. Donc, on a plein de photos et sur chacune de ces photos, il y a un tissu qui a un problème puisqu'il y a un cancer. Et là, on a les différents types de problèmes. Il va falloir justement classer l'image dans une de ces 7 classes. Donc chacune des images qui vont être dans cette base de données seront forcément dans une de ces classes et une seule de ces classes. Pour récupérer le dataset, c'est simple, on clique sur Training et en cliquant sur ce lien, vous aurez accès à 2 fichiers, le fichier qui contient les images et bien sûr le fichier CSV qui contient l'ensemble des bonnes réponses. Donc on va regarder à quoi il ressemble. Voici le répertoire qui contient, non, il est ici, le répertoire qui contient toutes les images. Donc il y en a pas mal, hein. Elles ressemblent donc à ce que l'on a vu, je vais y arriver, hop, elles ressemblent à ce que l'on a vu ici. Et on a ensuite un fichier CSV dans lequel on a les bonnes réponses. Donc à côté de chaque image, donc là c'est un fichier CSV, le séparateur c'est la virgule. On a l'entête qui nous rappelle, qui nous donne en fait une indication sur les colonnes. Première colonne, on a les images, donc ça ce sont les images qui sont dans le répertoire que l'on vient de voir. Et on a ici les 7 classes qui sont ici. Avec l'indication, voilà, donc ici on a des zéros partout sur chacune des classes, sauf sur une des classes, puisque chacune des images, donc vous l'avez compris, est rangée dans une des classes et une seule. Donc à chaque fois on a un 1 ici sur la classe correspondante. Voilà à quoi ressemble notre fichier CSV. Bien, alors on a des images, on a la bonne réponse, on a la classe dans laquelle l'image est censée être. Donc première chose que l'on va faire lorsqu'on récupère un dataset, ou première chose que l'on doit faire lorsqu'on construit son dataset, c'est s'assurer qu'il y a un certain équilibre entre les classes. Il faut éviter d'avoir une classe avec par exemple 5000 images et une autre avec seulement 200 images.
pour que le réseau apprenne convenablement, il faut qu'il y ait un certain équilibre entre les classes. Donc on va aller déjà vérifier si on a cet équilibre. Si l'on fait ce travail de vérification ici, on s'aperçoit que c'est justement plutôt catastrophique. Puisque sur la deuxième classe, alors sur la première on a 1100, un peu plus de 1100 images, ici 6700, mais ici on a à peine plus de 100 images. Donc il va falloir essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc on a toujours plusieurs solutions. Soit on arrive à fabriquer soi-même les images, là ça va pas être possible, soit on essaye de trouver des images sur internet, c'est pas toujours facile. Ici je vais garder cette contrainte parce qu'en général en ingénierie il faut faire un petit peu avec ce qu'on nous donne, un petit peu avec ce qu'on a. Donc là on va essayer de bricoler, je dirais, un petit peu ce dataset de manière à remettre un peu d'équilibre ici. Un classique, c'est d'utiliser ces images pour en fabriquer d'autres. Donc si je reprends les exemples qui sont là, imaginons que l'on prenne la première photo. Pour en fabriquer d'autres, ce que l'on va faire, c'est qu'on peut imaginer qu'on tourne cette photo de 30 degrés, ça va en faire une autre, puis on la tourne encore de 30 degrés, ça va en faire une autre, et comme ça on peut faire, je dirais, le tour du cadran, ce qui augmentera pas mal le dataset. Ce que l'on peut faire aussi, ce sont des symétries, par exemple une symétrie horizontale ou une symétrie verticale, voire les deux. Et là encore, on va augmenter un petit peu artificiellement notre dataset. Alors, bien sûr, ça ne sera pas aussi bon que si on avait de vraies images différentes, mais ça sera largement mieux que si on ne fait pas ce travail et si on reste avec une telle disproportion entre les différentes classes. Donc là on va faire ça, on va faire des rotations et on va faire des symétries horizontales et verticales pour augmenter les images dans les classes qui sont dans lesquelles on a trop peu d'images. C'est parti pour le code. Donc on va commencer par ouvrir notre fichier CSV. Pour ça, on a une librairie ici, CSV, à qui on donne le fichier et à qui on donne le délimiteur. On va ensuite récupérer donc toutes les lignes que l'on pourra ici parser, que l'on pourra dérouler, je dirais, avec une boucle ici. Il ne faudra pas oublier de sauter la première ligne, puisque la première ligne, comme on l'a vu tout à l'heure, on a un header, hein, on a une en-tête. Et cette en-tête nous précise ce que sont les différentes colonnes, donc le nom du fichier et les 7 classes. Donc il va falloir sauter cette première ligne. Première chose, on va récupérer le label, c'est-à-dire la classe à laquelle appartient l'image. Alors on va juste réouvrir le fichier CSV. Voilà à quoi il ressemblait. Donc première colonne, c'est le nom de l'image, et ensuite ici on a ça directement au bon format, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut impérativement qu'il y ait autant de sorties que de classes, et il faut donc mettre l'information dans ce format qu'on appelle le format one-hot, c'est-à-dire un vecteur qui a toutes ses composantes à 0, sauf la composante qui correspond à la classe que l'on veut. Donc là on est directement au bon format, donc c'est nickel, on n'a pas de transformation à faire. Par contre on va lire de l'index 1, puisque 0 c'est l'image, on va lire de 1 à la fin. Donc ici dans notre label, c'est ce que l'on va faire, hein, ça va être un tableau. Donc on va lire la ligne de 1 jusqu'à la fin, et on va dire que ce sont des flots de 32. Donc voilà, déjà on va récupérer le label de cette façon, on ne peut pas faire plus simple. On va ensuite récupérer le nom de l'image. Donc comme on l'a vu, si je l'ai encore, oui je l'ai encore, le nom de l'image est ici, il faut juste ajouter devant le nom du répertoire et y ajouter JPEG juste après. Et on va lire ça avec par exemple OpenCV. Bien vérifier que l'image est ici, on ne sait jamais, il peut y avoir des problèmes dans le dataset. Et on va ensuite redimensionner, donc là j'ai mis les images beaucoup plus petites, il n'est pas utile d'avoir des images aussi grandes, donc on va faire un petit resize, ça nous fera gagner beaucoup de temps de calcul lorsque on entraînera tout à l'heure le réseau de neurones. Bien, alors je n'ai plus qu'à faire mes rotations, puisque on a dit qu'il fallait compléter le dataset. Alors pour le label 1, on a vu qu'on avait largement assez d'images, on en a plus de 6700, donc là on ne va pas s'embêter. On va juste ajouter ça dans notre tableau de labels et d'images. Et ensuite, alors il faut que j'enlève la ligne que je vois ici. Si on est sur label 1, donc hop, on revient ici en début, on ajoute l'image et on ne fera pas de transformation puisqu'on a largement assez d'images. Par contre, pour les autres labels, alors
il en faut plus ou moins selon les labels, selon les classes, de manière à remettre un peu d'équilibre. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc ici on va faire une boucle sur l'angle, hein, on va tourner l'image tous les 30 degrés. Et pour certaines images, pas toutes, on va aussi faire des symétries horizontales ou verticales, ou et plutôt, pas ou, et les deux. Donc avec des rotations plus des symétries, je vais comme ça augmenter artificiellement certaines classes de mon dataset. C'est ce que je fais dans le morceau de code qui est ici. Et avec ça, on va remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Alors, on va regarder ce que ça donne. Voilà, je vais afficher ici. Maintenant, on va voir quels sont les nouveaux chiffres maintenant. Voilà les nouveaux chiffres. Donc là, on est un peu mieux. Voilà, ici, on a 4200. Il faudra encore en mettre un petit peu. Ici, on en a 5200. Alors ici, on en a beaucoup plus. Ceci dit, c'est pas très grave, comme ce sont des images qui sont fabriquées. C'est pas trop grave. Bon, c'est pas extraordinaire, mais on va dire que pour l'apprentissage ici, ça suffira et on devrait avoir de bons résultats. Donc je vais rester comme ça et on va voir ce que ça donne. Bon, maintenant que j'ai mon tableau d'images et mon tableau de labels. Il ne faut pas oublier toujours de normaliser, ça on avait déjà vu ça la dernière fois, il ne faut pas oublier de normaliser les images, il faut qu'on ait en entrée de réseau de neurones des informations entre 0 et 1. Donc comme on a ici des valeurs de pixels entre 0 et 255, on va tout simplement diviser. Pour ce qui est des labels, ça sera un tableau avec des flots de 32, comme pour les images. Et là, on a nos deux tableaux et ils sont prêts. Ensuite, ce qu'il faut toujours faire, c'est mélanger tout ça, parce qu'on peut avoir des images, surtout que là, on a des images fabriquées. Donc on va avoir des images qui appartiennent, qui sont dans la même classe, et qui sont à suivre dans le dataset. Donc il vaut mieux mélanger tout ça. Alors attention, quand on fait le mélange du tableau d'images, il faut bien sûr mélanger le tableau de label exactement de la même façon, sinon il va y avoir des erreurs. Donc le plus simple est de faire ici une permutation sur tous les nombres ici, sur la taille du tableau des labels. Par exemple, on aurait pu mettre aussi tab image ici, peu importe, puisqu'ils ont la même taille. Cette fonction va nous mélanger les chiffres donc de 0 à la taille du tableau. On va récupérer ça dans les indices et on va avec Python faire ça très simplement. Donc ici on va faire le même mélange sur le tableau des labels et sur le tableau des images. Donc, ce que l'on fait sur ces trois lignes, c'est mélanger de la même manière, c'est important, vous l'avez compris, mélanger de la même manière ces deux tableaux. Voilà, donc avec Keras, ça va aller très vite. Alors je vais enlever ceci. Le modèle va ressembler beaucoup au modèle de la dernière fois, c'est-à-dire que c'est un réseau convolutif. On avait vu ça dans la première vidéo. Les réseaux convolutifs en général ont une architecture qui est relativement simple. On met des traitements de convolution et on met une couche de max pool pour diminuer la taille de l'image. Et on refait ça plusieurs fois, mais à chaque fois que l'on va faire ça, on va doubler le nombre de cartes de caractéristiques et on va doubler le nombre de couches. Donc c'est exactement ce que je fais ici. Après les traitements de convolution, on va mettre des couches complètement connectées. Donc ça, c'est un réseau qui est vraiment identique à ce qu'on a vu la dernière fois. Il ressemble énormément. C'est l'architecture classique d'un réseau convolutif. Donc je ne vais pas sortir de ça. On va refaire ici exactement la même chose. Il va tout de même y avoir une toute petite différence. La dernière fois, dans notre réseau qui était un réseau binaire, il fallait mettre en sortie de réseau de neurones, il fallait utiliser cette fonction qui nous donne un 0 ou un 1, puisque c'est ce que l'on voulait. Ici, on va utiliser une fonction différente. Donc là, quand on veut faire du classement, comme ça, quand on veut avoir toutes les sorties à 0 sauf une à 1, celle qui correspond à la classe dans laquelle l'information est rangée, il faut mettre cette fonction. Donc la seule différence avec le réseau de la dernière fois, c'est celle-là. Alors on a aussi un réseau un petit peu plus complexe parce que les images ici sont un peu plus complexes à comprendre, mais ça reste un réseau convolutif. Voilà. Mais ne pas oublier de faire cette petite différence, il y a vraiment un mot de différence entre les deux réseaux.
Et autre petite différence avec la dernière fois, on va avoir une fonction d'apprentissage, une fonction de calcul de perte qui sera un petit peu différente puisque on lui demande quelque chose de différent. La dernière fois, nous avions utilisé la fonction binary cross entropy. Cette fois-ci, on va utiliser categorical cross entropy. Donc c'est pas très loin, c'est un calcul c'est toujours un calcul d'entropie croisée. Bon, peu importe le détail technique, mais c'est une fonction légèrement différente qui, elle, va travailler avec des classes. Sinon, pour ce qui est des autres options, on est sur la même chose. Je vais utiliser le même algorithme d'apprentissage avec les mêmes paramètres. Et comme la dernière fois, donc on va préparer ici notre modèle et on va ici donner donc notre tableau d'image, notre tableau de label. Pareil, on va extraire 5% pour pouvoir vérifier ce que donne le réseau sur des images qui ne sont pas utilisées en apprentissage. Et cette fois-ci, j'ai mis 30 étapes, puisque comme on l'a vu la dernière fois, c'est un algorithme itératif, hein, il faut le relancer un certain nombre de fois. Ici, on va mettre 30 étapes d'apprentissage. L'apprentissage a été réalisé, donc on voit ici sur la base de validation, sur la base de test. On voit ici le résultat. Alors dans une prochaine vidéo, on parlera du surapprentissage, parce que là il y en a peut-être un petit peu, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a un résultat qui est pas trop mauvais, hein. On tourne aux alentours de 85% sur les meilleurs chiffres. Alors bien sûr, c'est pas un résultat qui est extraordinaire, un réseau de neurones sait donner des résultats bien meilleurs. Mais par rapport au dataset, sachant qu'on avait à peine plus de 100 images dans certaines classes, le résultat est plus qu'honorable. Donc c'est un résultat qui est plutôt pas mal. Pour faire des prédictions, bien sûr, c'est comme la dernière fois. Il suffit de faire un load du modèle, donc qui bien sûr a été enregistré à la fin de l'entraînement. Donc c'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment aucune différence avec la dernière fois, hein. On récupère, on refait un load et ensuite on utilise model.predict en n'oubliant pas d'ajouter une dimension au tableau puisque donc à notre réseau de neurones on peut lui donner plusieurs images en même temps. Là je les donne une par une, mais on peut en donner plusieurs en même temps, hein. Donc c'est pour ça qu'il doit y avoir une dimension supplémentaire ici. Bien, donc comme vous l'avez vu, c'est très semblable à ce qu'on a vu la dernière fois. On prépare nos datasets, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les différentes classes. On normalise ensuite l'information en entrée de réseau de neurones. Une fois qu'on a fait ça, c'est très simple, on fait appel à la fonction compile à qui on donne la fonction de perte, donc qui est spécifique au problème que l'on veut résoudre, et on fait appel ensuite à la fonction fit qui va, elle, réaliser l'apprentissage. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre, et on peut faire des prédictions. Donc c'est très similaire à ce qu'on a fait la dernière fois. Alors il y a beaucoup de problèmes qui sont des problèmes de séparabilité, comme je l'ai dit au début, hein, des problèmes où il faut ranger l'information impérativement dans une des classes. Par exemple, on peut imaginer que l'on range des visages dans des tranches d'âge. Donc on a par exemple des tranches par décennie, de 0 à 9, de 10 à 19, de 20 à 29, etc. etc. Forcément, l'information va être dans une de ces classes. On pourrait faire la même chose avec les émotions, on pourrait faire la même chose avec tout un tas d'autres problèmes. Donc avec cette simple fonction qu'on a vue aujourd'hui, on peut vraiment avoir beaucoup de projets, et on en verra sur cette chaîne. Voilà, comme d'habitude, je laisse tout mon code à disposition sur mon GitHub. Je mettrai bien sûr l'adresse, vous le savez, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez des soucis. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à bientôt.